Bonjour à tous et bienvenue à ce 26e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de parler d'espoir en compagnie de Mathieu Bellil. Mathieu Bellil qui est essayiste, professeur de littérature au Collège Jean-de-Brébeuf, chroniqueur et auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Plus récemment, une brève histoire de l'espoir dont on va discuter aujourd'hui. J'aimerais prendre d'abord peut-être un petit 30 secondes pour présenter l'essai et dire rapidement que je vous invite tous à le lire. Moi, j'ai beaucoup aimé le format, les fragments. C'est tellement beau, on dirait une suite poétique pratiquement. Et puis, j'ai beaucoup apprécié les blancs aussi, il y a des espaces négatifs là, pour inviter le lecteur à Mmh. réfléchir. Par ailleurs, vous écrivez aussi à un moment que vous avez l'impression d'écrire un livre qui en contient plusieurs. Mais on a l'impression aussi comme lecteur de lire un livre qui en contient plusieurs. Alors, j'invite tout le monde à le lire. Merci. Peut-être pour commencer, nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire le livre. Je pense souvent que les livres qu'on va écrire dans une vie, on les porte tous en nous, Mm. mais qu'il faut qu'à un moment donné, quelque chose dans le réel le Déclenche. déclenche. Et pour moi, c'est ma fille, Mm. qui, à l'époque, était encore une préadolescente. Puis c'est un soir de fête avec des amis. À un moment donné, on parle des changements climatiques. Mm. Puis on sait que les enfants, parfois, on imagine qu'ils ne nous entendent pas ou qu'ils ne comprennent pas trop ce dont on parle, mais il y a un âge où ils entendent. Et là, il y a un ami qui commence à parler des feux de forêt Mhm. et qui dit un peu à la blague à mes filles, le monde va brûler, les filles, vous allez devoir nous sauver. Puis bon, ma plus vieille comprend que c'est une sorte de blague ou semi-blague d'homme éméché. Mais ma plus jeune, elle, à l'heure du coucher, me demande assez sérieusement, Papa, est-ce que c'est vrai que le monde va brûler? Mhm. Et c'est pas le genre de question qui est facile à répondre. On veut pas tenir nos enfants non plus dans l'innocence. On veut pas non plus leur faire euh, exagérément peur. Donc, au moment où elle a dit ça, la vraie réponse, c'est que j'ai dit un truc comme... j'ai improvisé, là. J'ai dit, ben écoute, si les pompiers ont besoin de nous, on ira prendre nos seaux d'eau, puis on ira les aider, là. Puis là, ça Mm. l'a comme apaisé. Et au fond, c'était l'action qui était ma réponse. Mhm. Mais ma vraie réponse, c'est ce livre-là. Mhm. C'est-à-dire que, au fond, c'est l'espoir, c'est est-ce qu'il y a un avenir? C'était Mhm. ça la question. Puis, c'est certain que j'ai écrit ce livre-là pour ma fille. Je l'ai aussi écrit je l'ai évidemment écrit pour tout le monde. Je l'ai écrit aussi pour mes étudiants, pour tous ceux que je côtoie depuis 25 ans, parce que je trouve que la génération actuelle grandit dans ce monde avec une hypothèque, en se Mm. demandant est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Est-ce que ça vaut la peine, même des fois, d'avoir des enfants? C'est des Mhm. questions qui se posent pour vrai. Évidemment, tout ça, c'est des choix personnels. Il n'y a pas question de juger ça, mais je trouvais que... Alors, toutes les époques ont leurs défis, mais la nôtre, quand même, on peut pas dire qu'on est présentement dans un moment où on sent un élan vers l'avenir. On est plutôt dans un mode un peu défensif, Mhm. peut-être même dans une attitude un peu de préservation et de repli. C'est-à-dire que parfois, quand on demande aux gens, est-ce qu'à l'échelle individuelle, tu penses que ça va aller, ta vie, qu'il y a de l'avenir et tout, souvent, on va dire oui, mais c'est à l'échelle collective qu'il y a une inquiétude qui est Mhm. très grande. Et c'était à ça que je voulais répondre. Oui, puis vous parlez... Ben, moi, ça m'a interpellée parce que j'ai vécu des expériences similaires avec mes propres enfants. Mais vous parlez du fait que cette jeunesse, parce que, bon, Mhm. on le vit tous, là, Ouais. un peu, mais je pense que ça les frappe particulièrement, là, qui portent le poids du monde. Et vous parlez de solastalgie, Mhm. qui est un terme que je trouvais particulièrement beau et juste. Enfin, je pense que c'est une entreprise qui vaut la peine. Puis, par ailleurs, pas juste pour les jeunes, là, mais tout le monde, je pense qu'on a besoin de cette dose d'espoir qui n'est pas Oui. non plus frivole. Mais Mhm. enfin, puis justement, ça m'amène à ma prochaine question. Vous choisissez de l'inscrire, dans le fond, dans l'histoire longue, dans le Ouais. temps profond. Mhm. Pourquoi? C'est drôle, hein, parce que dans le fond, depuis le début, je parle d'avenir, puis on pourrait même parler de crise de l'avenir, puis parfois aussi on parle de crise du temps, hein, de l'accélération, Mhm. de la difficulté à se projeter. Et étrangement, le réflexe que j'ai eu rapidement, ça a été de retourner très loin en arrière. Et j'ai Mhm. compris à un moment donné, vers la fin du projet, et je l'écris d'ailleurs dans la toute fin du livre, que si on veut vraiment être capable de voir loin devant, Oui. il faut pouvoir voir loin derrière. Et il y a une raison à ça que j'ai comprise, c'est que
on vit dans un monde où la vitesse à laquelle les choses se produisent et l'espèce de vortex dans lequel on se laisse happer par les réseaux sociaux, par aussi ce que j'appellerais le régime d'information continue. Donc, le fait qu'à tout moment, il y a toujours une nouvelle qui apparaît et qui nous tient en haleine. À un moment donné, on peut rester enfermé dans une sorte de présent perpétuel qui tourne sur lui-même et qui ne débouche ni sur l'avenir, parce qu'on reste en quelque sorte toujours pris aux aguets par rapport à la prochaine catastrophe qui s'annonce, et aussi sans perspective, sans recul. Et retrouver le temps long, d'abord, pour moi, ça a un effet très apaisant. Et c'est drôle, écrire ce livre-là m'a fait un immense bien, comme si, soudain, ça relativisait un peu aussi ce qui se passe dans le présent, c'est la perspective, sans, évidemment, tomber, comme vous l'avez dit, dans le jovialisme ou la frivolité, mais ça m'a donné une sorte d'apaisement. Puis évidemment, en retournant derrière, on voit bien tout de suite que, d'abord, il n'y a jamais eu d'époque où ça a été simple. On voit aussi que, et surtout peut-être depuis à peu près 2000 ans, là, c'est un petit chiffre, mais tu sais, depuis, au fond, le judaïsme, mais peut-être encore plus l'arrivée du christianisme, il y a une obsession pour la fin. Il y a une obsession pour la fin parce qu'en fait, il y a une raison à ça. Les religions monothéistes renversent et transforment le rapport au temps. Dans les cultures, on pourrait dire traditionnelles ou encore plus anciennes et primitives, on est souvent dans un temps, en fait, qui se répète comme dans un cycle ou une boucle. Ou alors, on est dans un temps où, comme chez les Grecs, on vit dans une sorte de nostalgie. C'est eux qui ont inventé le mot. La solastalgie, d'ailleurs, c'est une sorte un peu de reprise et relecture de ce que c'est que la nostalgie, c'est-à-dire la solastalgie, c'est le sentiment de voir le monde changer, se transformer pour le pire et sans rien pouvoir faire. On le sent un peu ces années-ci avec les feux de forêt, dont peut-être il y a 3 ans, on imaginait que c'était une sorte d'exception, et puis là, l'été dernier, c'est revenu. Alors, la solastalgie, c'est l'impression de perte de contrôle sur notre environnement. Alors, les Grecs, je reviens aux Grecs, eux, ils ont le sentiment que l'âge d'or est derrière et que donc le présent ne fait que se perpétuer lui-même, mais en allant probablement vers le pire, le médiocre. Hésiode parle de l'âge de fer, qui est comme après l'âge d'or, l'âge d'argent. Enfin, autrement dit, on est sur une sorte de pente. Et descendante, ou en tout cas relativement descendante. Le christianisme renverse ça en disant le paradis n'est pas perdu pour toujours, il est peut-être aussi à venir, ou il est à venir. Et ce rapport-là, qui tout à coup relance l'histoire humaine en lui donnant une fin, alors quelque chose d'à la fois grisant, parce qu'on nous annonce le retour dans le christianisme, c'est le retour du Christ, etc. Mais ça a aussi l'effet étrange et pervers de faire en sorte que beaucoup de gens se mettent à attendre ce retour et donc à anticiper la fin. L'Apocalypse. Et l'Apocalypse, on dirait, collectivement bloqué périodiquement ou obnubilé périodiquement par cette idée-là, par l'imminence de cette fin. Et je me suis rendu compte je pense qu'après 2000 ans, on peut le dire, là, je pense que cette anticipation de la fin, qui est peut-être humainement normale, parce qu'au fond, on l'anticipe aussi pour nous-mêmes, les humains. À l'échelle individuelle, on doit vivre, apprivoiser l'idée de la mort, mais à un moment donné, à l'échelle collective, c'est contre-productif, dans le sens où ça fait en sorte que souvent les humains, plutôt que d'agir et de vivre et de penser la suite du monde, ne font que, au fond, se préparer à la fin du monde. Et même peut-être parfois, dans certains moments dans l'histoire des religions, à la désirer. C'est-à-dire avoir dans tous les cataclysmes, dans tous les malheurs qui frappent le monde, le signe que le Messie revient. Et parfois, je pense que même aujourd'hui, dans un cadre qui n'est plus le cadre religieux, mais dans un cadre qui est le nôtre, donc laïque et préoccupé par des questions sérieuses comme les changements climatiques, qui ne sont pas à venir, qui se produisent déjà, il peut avoir la même tentation. C'est-à-dire de dire, au fond, ça va finir,
Et puis, comme ça va finir et comme il est déjà trop tard, puis des fois on le lit même dans le journal, ben, aussi bien baisser les Baisser les bras, bras. puis faire comme font les milliardaires, c'est se préparer un, Un un bunker. bunker, une Ouais, île déserte, ouais. un abri où on va regarder la fin du monde en mangeant du popcorn, ou enfin en Mhm, essayant en démissionnant. mhm. Dans les nombreuses recensions et critiques là, très positives, je dois dire, là, de votre essai, on a beaucoup parlé du droit à l'horizon. Je ne sais pas si vous attendiez Ouais. à ce que ça frappe l'imaginaire autant, mais qu'est-ce qui, selon vous, a frappé l'imaginaire des gens, a séduit là, dans cette idée? C'est une belle question, puis ça m'est venu assez vite dans l'écriture du livre. Le début du livre, je commence avec les Grecs. Mhm. Et puis là, il y a un moment où je me rends compte qu'en fait, On n'est pas remonté assez on loin. n'est pas monté assez loin en arrière. Qu'au fond, puis ça, je le dois à Yvon Rivard qui me lisait, qui disait, Mathieu, tu peux pas te contenter des Grecs. C'est-à-dire, Mm. il faut remonter et donc, je remonte non seulement à ce qui, disons, précède de peu les Grecs, mais je remonte Aux littéralement premiers humains. aux premiers humains, Ouais. à ceux qui ont, alors, aux hominidés, à ceux qui ont découvert le feu et même à ceux qui ont appris à marcher. Et en fait, et là, je suis évidemment dans une sorte de spéculation, mais en fait, j'en arrive à cette idée toute simple que si l'humanité s'est mise à marcher, Mhm. c'est qu'elle avait découvert l'horizon. Mhm. Pourquoi elle avait découvert l'horizon? Parce que nous sommes, en fait, les hominidés, nous sommes le peuple des arbres. Mhm. Nous avons grandi, nous avons vécu d'abord dans les arbres. Et d'ailleurs, on voit avec le règne des primates, hein, il y en a qui sont restés dans les arbres, les singes, les chimpanzés. Évidemment, ils ont continué d'évoluer aussi, mais en restant là. Et je pense qu'il y a un moment où les humains, les hominidés, en montant au sommet des arbres, voient loin, voient au-delà de la forêt. Et probablement que par aussi des chocs climatiques, des bouleversements, les bouleversements climatiques, c'est pas nouveau dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. Il y a probablement un moment où il devient nécessaire de quitter la forêt, ou Mhm. peut-être que la forêt même commence à se défaire parce que le climat a changé, et il faut commencer à s'avancer au milieu du vide, s'avancer dans la plaine, à découvert. Et là, l'humain qui doit devenir lui-même l'arbre, c'est-à-dire se dresser Mhm. et commencer à voir loin. Et pourquoi marcher? Évidemment, par nécessité, parce qu'il faut survivre. Tous les paléontologues le diront. Mais aussi, au fond, parce qu'il y a chez l'humain cette idée qu'au-delà même de la ligne d'horizon, quelque chose d'autre, peut-être, se cache. La nourriture, un abri, d'autres humains, euh, de l'eau, évidemment. C'est-à-dire l'idée, au fond, pourquoi l'humanité se met à marcher, pourquoi elle met un pied devant l'autre, parce qu'au fond, il y a en elle l'espoir de quelque chose de mieux. Mhm. Et pour moi, la marche, c'est le geste fondamental par lequel l'humanité traduit en acte l'espoir. Mhm. L'espoir, c'est marcher. C'est marcher. Et j'aime beaucoup cette phrase que je cite à la fin du livre d'un écrivain chinois, Lu Xun, qui dit, au fond, au commencement, il n'y avait pas d'espoir, mais un jour, les humains, à force de marcher sur le même chemin, hein, à force de passer par les mêmes sentiers, produisent eux-mêmes, par leur propre marche, ce chemin sur lequel on peut s'avancer, et c'est ce chemin qui est l'espoir. Voilà. C'est très beau. Je saisis la balle au bon Merci. Oui, hein? pour parler des arbres, parce que je vous l'avais dit d'entrée de jeu que Mm. j'avais trouvé que Ouais, c'était très beau. Il y a quelques allusions à des essences d'arbres comme le pin nain, le ginkgo biloba et le pin bristlecone. ouais, Et il y a cette phrase qui dit que ben, c'est aussi que les arbres nous enseignent à vivre et mourir debout. Et là, je ouais. trouve qu'on fait vraiment un beau parallèle avec cette idée de se mettre debout, de marcher, le droit à l'horizon. Donc, peut-être quelques mots sur Oui, ces... oui. Alors, c'est drôle parce que le livre commence avec l'enfant, c'est ma fille. Et ma fille, l'enfant, c'est la vie dans son pur jaillissement. C'est ce qui est miraculeux. Et c'est pour ça que dès qu'on voit un enfant, on sourit, Mhm. il y a quelque chose en nous qui s'émeut de cette vie à l'état pur. L'arbre, c'est la vie comme patience. C'est le rappel que les choses prennent du temps, Mm. que tout est souvent beaucoup plus long qu'on le pense et que et l'arbre, alors c'est drôle hein, parce que au départ j'avais décidé que j'allais pas parler de Trump. Mm. Alors là, je viens de le dire, c'est raté. Et finalement, j'en parle, mais
le mot Trump est entre parenthèses seulement. Mm. Et c'est important pour moi de rappeler qu'en face des arbres, pour qui la vie est longue, pour qui la vie est patiente, ces choses qui Ouais, actuellement il nous voit nous passer, hein? préoccupent, ils nous voient passer. Et Trump, ce n'est qu'une parenthèse. Trump est mortel. Et je donne l'exemple de Trump juste pour rappeler que Mm. l'arbre oppose à la durée courte et à l'espèce d'émoi souvent, et avec raison, hein, on a Ouais. raison là, de s'inquiéter de Trump, c'est pas la... Mais l'arbre oppose à nos chagrins et à nos inquiétudes momentanées Mm. euh, la durée. Oui, on revient à la perspective, La là. durée. Ouais, Et à la fin, le dernier arbre dont je parle, c'est le pin de Bristol Cone. Je trouve magnifique qu'il soit à 100 km de la Silicon Valley, Mhm. parce que la Silicon Valley qui est tournée vers l'avenir et vers l'innovation L'accélération. et l'accélération, le pin de Bristol Cone, d'ailleurs, on ne sait pas il est où exactement, Mm. parce que les scientifiques ne veulent pas qu'on le trouve, parce qu'ils ne Mhm. veulent pas Alors, il a 4856 ans. Oui. Vous imaginez? Il est presque antérieur, ou il est pratiquement antérieur à l'invention de l'écriture. Il a vu les pyramides. En fait, il les a... Pour moi, ça me rassure énormément. Oui. Non, c'est vrai. Enfin, c'était très beau. Mm. Et bon, vous êtes prof de littérature, on l'a dit d'entrée de jeu. Alors, il y a quand même plusieurs références à la littérature en Mm. général. Moi, j'en ai noté quelques-unes. Vous faites un lien entre le roman et l'espoir. Il y a aussi l'invention de l'imprimerie que vous mentionnez. Mais peut-être avant ça, le génie de la tragédie. Mhm. Enfin, je vous laisse aller, Ouais. puis peut-être j'interviendrai. Évidemment, je suis prof de littérature, Oui. donc... et puis, ce livre-là, au fond, il me permet d'être ce que j'aime le plus être, puis c'est être un littéraire, c'est-à-dire être un non-spécialiste de tout. Et donc, d'ignorer les frontières, peut-être Mhm. qu'on pourrait imposer. J'ai un bon ami universitaire, qui, au moment où j'étais en train d'écrire, et je l'aime beaucoup, hein, mais au moment d'écrire ce livre, il m'a dit, Mathieu, tu peux pas faire ça, dans le sens où là, tu te permets de faire un peu tout et d'aller La partout. sociologie, Alors, l'histoire, la oui, politique. c'est ça. Alors, moi, me dire, tu peux pas faire ça, c'est l'invitation à le faire. Mhm. C'est le privilège de l'essayiste. Et alors, évidemment, la littérature est centrale. Un mot sur le roman. C'est fascinant parce qu'on a notre regard sur le Moyen Âge est souvent marqué par des préjugés. Mm. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'adjectif moyenâgeux est connoté assez négativement. Hein? On n'est plus au Moyen Âge, bon, etc. Et pourtant, le Moyen Âge, c'est ce moment Ah oui, je l'ai, charnière et décisif dans les... Ah oui, vous je l'ai, la l'aviez, hein? citation. Oui. Et cette époque écartelée entre la nostalgie et l'ambition, entre la Ouais. nécessité de préserver et le besoin de changer. Oui, entre la nécessité de préserver et le besoin de changer, parce que au Moyen Âge, il y a évidemment une sorte d'immense nostalgie, peut-être par rapport à des époques où, en tout cas en Europe, là, la civilisation était plus affirmée, plus Mhm. aboutie. Il y a eu quand même un désordre. C'est pas pour rien qu'en anglais, la première partie du Moyen Âge, on l'appelle the Dark Ages, hein, les Mhm. âges obscurs. On a peu ou pas beaucoup de traces de cette période-là. Et pourtant, au milieu de cet âge obscur, apparaît un art nouveau qui s'appelle le roman. Et pourquoi je lis le roman à l'espoir? Pour une raison toute simple. C'est que quand on lit les premiers romans de chevalerie, donc de Chrétien de Troyes, mais en fait, il y a Mhm. Robert de Boron, il y en a plusieurs autour de la fin du 12e, début du 13e siècle. C'est un art qui apparaît comme ça. C'est qu'au fond, apparaît quelque chose de fondamental dans le roman et qui va définir le roman. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Mhm. L'aventure, bon, aujourd'hui, on parlera parfois de roman d'aventure, mais l'aventure, c'est l'idée que des personnages, que ce soit Perceval le Gallois, Lancelot, Guenièvre, Merlin, des personnages sont lancés sur une voie sur laquelle ils sont, comment dire, ils sont lancés Dans vers une l'inconnu, quête. dans une quête et vers l'inconnu. Mhm. Et l'aventure, ça veut dire que les choses ils vont vers les choses et les choses viennent à eux et ils réagissent en fonction des hasards, des rencontres, des péripéties et des obstacles. Or, le mot aventure vient du latin adventura, qui vient du verbe advenire en ancien français, et advenire, c'est l'avenir. Mhm. C'est-à-dire, le roman, c'est l'histoire d'une humanité en marche vers l'avenir. Mhm. Et c'est pas un hasard si vers la même époque où le roman apparaît, apparaissent les premières utopies.
Celle de Joachim de Flore, par exemple, qui, vers la même époque, a cette espèce d'intuition qui, pour nous, paraîtrait un peu, comment dire, un peu folle, mais brillante en même temps, comme quoi l'humanité serait composée de 3 âges. Alors lui, il reprend la Trinité, hein, l'âge du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis en fait, ces fameux 3 âges-là, je le souligne dans le livre, mais la plupart des penseurs politiques qui vont reprendre cette conception, vont penser l'histoire humaine, vont la penser en 3 temps. Mhm. Marx, Comte, on pourra en nommer d'autres, là, mais et au fond, l'utopie est née au Moyen Âge. Elle est née avant même que le mot apparaisse. Je pense à Christine de Pisan, qui écrira La Cité des Dames, qui est un livre où elle imagine un monde où il y aurait cette cité gouvernée par des femmes. À la même époque que Joachim de Flore, pardonnez mon italien, Guglielmina de Milan, qui a l'intuition absolument abracadabrante qu'un jour, les femmes vont même diriger l'Église, qu'il y aura un jour un pape femme. Bon, évidemment, elle va être jugée et condamnée pour hérésie, Mhm. mais alors, pour dire que même dans les moments qui peuvent paraître les plus obscurs, se produisent des choses souvent phénoménales. Mhm. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est important comme une leçon globale par rapport à l'histoire humaine. Rien n'est jamais joué. Mhm. Et le pire n'est pas certain. Des choses, parfois, nous étonnent. Les humains sont doués d'une capacité à faire tourner les choses. C'est moi qui me fascine. Mhm. Bon, alors voilà. Oui, puis il y a cette notion on parlait de quête tout à l'heure, là, avec Chrétien de Troyes et tout, Ouais. mais cette notion de Graal, là, qui, Oui, vous le dites bien, là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais on sait aussi qu'on on veut peut-être pas le trouver parce que c'est ce qui, oui, ce qui nous tient en haleine, finalement, ce qui nous permet d'espérer. absolument. Oui, Mm. tout à fait. Puis peut-être un autre dernier truc sur j'ai trouvé intéressant, vous avez parlé d'utopie, mais Mhm. là, il y avait aussi cette différence entre les premières dystopies versus les dystopies actuelles. Peut-être Oui. quelques mots La, là-dessus. je parlais justement de ça avec mes étudiants hier. Évidemment, la modernité, elle est portée par des utopies. Donc, c'est-à-dire des récits qui sont aussi souvent des projets à l'intérieur desquels on imagine un monde meilleur. Mm. Et la modernité, elle est, le 19e siècle à cet égard est éloquent, elle est portée par une foi dans l'avenir, dans l'idée que l'humanité est en marche vers un monde meilleur. Mhm. Puis évidemment, quand je demande aujourd'hui à mes étudiants, est-ce que vous avez l'impression que l'humanité est en marche vers un monde meilleur? La réponse est pas mal plus mitigée, voire même négative. Mm. Parce que aujourd'hui, ce qui nous vient le plus facilement, c'est pas les utopies comme depuis la Renaissance, peut-être jusqu'au 19e siècle. Ce qui nous vient, c'est la dystopie. Les premières dystopies, pour répondre à la question, les premières dystopies, je pense à Mm. 1984 d'Orwell, qui est un peu Ouais. l'archétype du genre, au meilleur des mondes de Huxley. On pourrait même penser à La planète des singes de Pierre Mhm. Boulle, hein, adapté au cinéma. Mhm. Les premières dystopies ont une fonction prophétique, ou si vous voulez, d'avertissement. Elles Mhm. sont là pour nous dire, attention, l'humanité est engagée dans une voie dangereuse qui risque de la mener vers le pire. Même, je pense maintenant, ça me revient, La Servante écarlate Ouais. de Margaret Atwood va aussi dans ce genre-là. Euh, la dystopie actuelle, celle qu'Hollywood produit à la chaîne, là, Mm. elle est pas du même ordre. Je pense qu'elle elle n'est plus là pour nous dire attention, le pire pourrait arriver. Elle est là, en fait, pour presque traduire comme une sorte d'allégorie le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire l'idée que, je vais dire les choses autrement, les dystopies actuelles, au fond, servent à conforter l'ordre en place. Mhm. D'abord en nous disant, une fois qu'on sort du cinéma ou qu'on arrête le film, en disant, ouf, C'est pas si pire. c'est pas si pire Oui, notre monde. c'est ça. Ça pourrait être pire. Mhm. Donc, ça nous console presque Mhm. du monde dans lequel on vit. Et deuxièmement, les dystopies, au fond, traduisent en récit la morale néolibérale dans Mm. laquelle on vit, qui est celle de la lutte de tous contre tous, de l'individualisme radical qui dit je dois me battre. Et d'ailleurs, la plupart des dystopies qui paraissent depuis, mettons, 20 ans, elles sont construites sur le modèle du jeu vidéo.
Le jeu vidéo où vous avez un personnage, au fond, qui est en mode survie, là, le survival mode. Et en gros, la prémisse est relativement simple, c'est qu'il faut tirer sur tout le monde pour éviter d'être... donc, tuer avant d'être tué. Et donc, là, il y a un travail actuel à faire aussi, même sur le plan de l'imaginaire, pour dire comment retrouver des conditions qui vont nous permettre de ne plus seulement envisager le pire ou nous consoler de ce que nous avons en pensant que le pire est à venir. Comment renouer avec le mouvement, avec, avec aussi peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de la sagesse. Parce qu'il faut le dire, le problème de certaines utopies, c'est qu'elles ont viré à la dystopie. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, et souvent, c'est arrivé parce que elle vendait l'espoir comme une sorte comme une sorte de promesse venue de l'au-delà. C'est-à-dire, en gros, là, je vais caricaturer un peu, mais je pense à Mao, en Chine au 20e siècle, qui dit à son peuple, souffrez maintenant, accusez tous les reculs, manquez de tout, pour qu'un jour nous atteignions la société sans classe. Mais souffrez maintenant, on ne peut pas troquer pour la vie présente pour un espoir futur. Tout ce qui nous enseigne à mépriser la vie en nous en vue d'un bien futur est à prendre avec beaucoup de prudence. Parce que là, il se passait... Puis la seule raison pour laquelle ça a marché avec Mao, et un peu Staline aussi, c'est qu'au fond, ces gens-là souffraient déjà tellement. Ouais. Et ils se sont probablement dit, nous souffrons déjà. Nous souffrons déjà, souffrons un peu plus, mais ça n'a pas produit les fruits escomptés. Donc, ça veut aussi dire maintenant que si on veut renouer avec l'esprit de l'utopie, il faudra le faire sans nous en prendre à la vie même qui est en nous et à celle qui prospère autour de nous. Effectivement. Dans la première partie, on remontait très loin. Un peu plus loin dans l'essai, il y a 2 chapitres sur les révolutions et la fin des grandes espérances. Donc, on se rapproche de nous. C'est sûr que là, du côté de la révolution, peut-être qu'on pourrait aborder cette idée de... Vous parlez d'homo mobilis, homo soviéticus. Bref, cette idée d'homme nouveau qui est omniprésente. Peut-être qu'on peut se lancer avec ça. Le rêve de l'homme nouveau, ça paraît... évidemment, c'est une référence au christianisme, hein, parce que l'apôtre Paul parle de ça. Hein. Mais l'homme nouveau, au 19e et au 20e siècle, c'est l'idée qu'on va pouvoir, par la science et par la politique, par l'éducation, produire une humanité neuve, une humanité qui soit débarrassée. C'est toujours très dangereux de penser comme ça, mais débarrassée de ses préjugés, mais pas seulement de ses préjugés, mais même de sa mémoire, pour embrasser un ordre nouveau. L'homo soviéticus, donc c'est le projet des soviétiques, des communistes, c'est ça. C'est un... et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez les communistes, au début, il y a une lutte farouche contre toute référence religieuse. Hein. Même Staline va réformer le calendrier pour avoir des semaines de 5 jours. Ça ne marchera pas très longtemps, mais aussi réformer pour qu'il n'y ait plus même d'appartenance nationale. Hein. Le monde soviétique, c'est un monde où tout le monde, toute l'humanité, qu'elle soit en fait ukrainienne, des États baltes, azérie, etc., que tous ces gens-là se fondent dans une sorte de creuset d'où viendra l'humanité commune. Ce rêve-là n'a pas marché. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que la puissance de la technologie et du capitalisme, puis on peut dire que ces 2 forces-là marchent main dans la main, là, c'est mine de rien, c'est peut-être encore... Le rêve de l'homme nouveau n'a peut-être pas disparu. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, ce qu'on attend des humains, c'est qu'ils soient complètement disponible. Disponible à tout changement, à toute nouveauté, qui soit le moins attaché possible. Mobile. Voilà, mobile au sens physique, mais même au sens de leur attention, au sens de leur capacité à répondre à toutes les demandes, être constamment, au fond, ce que Peter Sloterdijk appelle néophile, c'est-à-dire amoureux de la nouveauté. Tout ce qui est nouveau est bon. Et on le voit, une des conséquences de ça, c'est que le rythme de la vie et le rythme des changements n'obéit plus au rythme humain. Il obéit au rythme des machines, des intelligences artificielles, des robots et autres, qui, au fond, sont devenus
nous dépasse maintenant. Mhm. Et là, le danger, c'est d'entrer dans un monde où il n'y aura plus vraiment d'humains, parce que ce sera un monde où les machines vont dialoguer entre elles. Et nous serons au fond un peu la cinquième roue du carrosse. Cet homo mobilis, je le vois un peu comme, vous savez, les, euh, les buissons, là, les rolling bushes dans les westerns, là, Oui. qui roulent au vent, Ouf, et ouais. puis de temps à autre prennent racine, mais repartent. Puis il y a quelque chose de ça dans le projet, disons, postmoderne, Ouais. actuel, et qui est peut-être, en plus de ça, renforcé par la tentation qui va grandir, qui est celle de s'améliorer sur le plan technologique. C'est-à-dire que ben, si on manque de mémoire, ben, pourquoi pas s'en faire Oui, c'est ça, greffer? même sur le plan génétique, là. Sur le plan Ouais, c'est ça. génétique, Ouais, ouais. il y a un danger là que je vois qui est au fond de consentir soi-même à sa disparition en tant qu'humain. Mhm. Vous avez évoqué le calendrier. Il y a toute cette idée de planisme là, Mhm, qui revient mhm. beaucoup. La faculté, dans le fond, de basculement de la faculté d'espérer à la faculté de prévoir. Oui, Donc, contrôler le temps, ça fait oui, partie de ça. C'est très prégnant là, dans tout ce qui est révolution. absolument. Oui. Les, le grand projet de la modernité qui passe à travers les révolutions, mais qui continue même sans les révolutions, c'est le rêve de la maîtrise sur le temps, Mhm. de maîtriser le temps. Et vous remarquerez d'ailleurs que euh, depuis quelques siècles, en fait, on divise le temps dans des unités toujours plus petites. Ouais. C'est-à-dire comme si, à une certaine époque, on n'avait même pas besoin des minutes. Hein. C'était les heures suffisaient. Puis à un moment donné, il y a eu les minutes. Puis à un moment donné, Galilée, en écoutant son cœur battre, a l'intuition de la seconde. OK? Bon. Et là, on est rendu, je ne sais plus, au micro-nanoseconde, là. Et, et, et c'est jamais assez. Mhm. Et ça, c'est renforcé par le fait que le temps, c'est de l'argent. Donc, qu'au fond, le succès du capitalisme et des capitalistes, c'est de battre le temps. Qui devient riche? C'est celui qui impose le plus rapidement son innovation et celui qui livre plus vite, qui offre plus vite un service. En gros, c'est le succès d'Amazon, c'est ça. Ils Mhm. ont battu de vitesse les anciens modèles de distribution et de vente. C'est tout. Ils Mhm. n'ont pas fait autre chose que ça, juste aller plus vite. Mhm. Mais à un moment donné, il y a, il y a- il y a une limite à ça. Mais ce que je constate aussi, c'est que derrière ça, et on le voit à mon avis, le rêve moderne, je parle du temps, mais c'est d'abolir la nécessité de l'espoir. Mhm. C'est de rendre l'espoir inutile, obsolète. Pourquoi? Comment? En ayant une telle maîtrise sur le temps et une telle maîtrise sur l'avenir qu'en fait, il ne soit plus nécessaire d'espérer que Parce qu'on a le plan. qu'on a le plan. Ouais. On a le plan. Alors, il y a le plan quinquennal, là, Oui. mais en fait, cette idée-là de planifier l'avenir, Mhm. c'est la grande obsession du dernier siècle. C'est de voir venir, et donc, aujourd'hui, il y a des armées de prévisionnistes Ouais. dans tous les domaines qui sont là. Alors, pas seulement la météo, mais En l'économie, économie, ouais, la ouais. politique, pour nous annoncer ce qui s'en vient, ce qui s'en Mhm. vient pas, pour nous prévoir qui sera le prochain gouvernement, etc. Mais tout est dans l'ordre, tout est dans la prévision. Et le problème de la prévision, c'est qu'elle se trompe la moitié du temps. Oui. OK? En gros, Oui. c'est à peu près le taux de succès, c'est 50 et qu'en fait, on ne fait qu'alors qu'ajuster la prévision. Puis moi, je pense qu'un des problèmes, par exemple, avec les changements climatiques, quand je dis un des problèmes, c'est pourquoi, par exemple, on n'est pas plus. Oui, on est un peu alerté, là, mais en Ouais. réalité, sur le plan concret, on ne fait pas tant de choses que ça collectivement. On en fait à l'échelle individuelle. D'accord, je vais recycler, bon. Mais à l'échelle collective, les changements sont lents. Ouais. La raison, c'est qu'au fond, tout est planifié. C'est-à-dire que on nous annonce des chiffres, on nous dit il y aura tel, mettons, la planète va se réchauffer de tel nombre de degrés ou de décimales. OK, bon, ben, on sait que ça s'en vient. Puis quelque part, en sachant que ça s'en vient, puis même si finalement, après coup, on va dire, ah, finalement, c'est plus. Mm. Mais en sachant que ça s'en vient, c'est presque comme si on avait déjà. C'est un peu comme le marché à la bourse là, qui a comme déjà. Accepter. Ouais. Mettons, accepter qu'il y aura Ouais. une récession. Ouais. Mettons, OK? Alors déjà, les indices se sont corrigés, puis il y aura récession, puis on est déjà ailleurs. Prévoir jusqu'à
jusqu'à jusqu'à sa propre vie. Parce que Oui. aujourd'hui, la charge de prévoir n'est plus seulement sur celle des États. Oui. Ben, c'est ce qui est très intéressant, cette idée de passage de la modernité à la Oui, postmodernité, où c'est ça, dans le fond, ce que vous évoquez. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est que cette idée de prévoyance, elle passe des institutions aux individus. Donc, on planifie notre vie, chaque étape. Et chaque étape, ouais. de la naissance à la mort. Parce que même Mhm. maintenant, on peut même planifier sa mort. Euh, Il y a... Alors, ça rend... Moi, je vais dire comme ça. Puis là, c'est peut-être juste moi là, qui... Mhm. Mais je trouve que ça rend la vie un peu triste Mhm. quand tout est aussi Oui, planifié. oui. Je trouve qu'il n'y a plus de place pour l'aventure. Il y a plus... L'avenir même n'existe plus comme avenir. Parce Mhm. qu'au fond, on l'a déjà déterminé. Euh, je suis peut-être Ouais. romantique en Non, disant non, ça, mais moi, je suis d'accord. mais L'imprévisibilité, la spontanéité. il y a quelque chose qui, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose aussi qui vient de moi là-dedans, c'est que Euh, moi, j'ai jamais aimé savoir ce que j'allais faire. mhm. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais réussi à demander une subvention pour écrire un livre. Si on me dit annonce-nous le livre que tu vas écrire, j'ai plus envie de l'écrire. Mhm. Je l'ai déjà annoncé. J'ai envie d'être surpris par la vie. Et peut-être qu'il y a quelque chose en nous. Il y a peut-être quelque chose. Alors oui, prévoir, c'est correct. Là, il ne s'agit pas non plus de tout laisser à volo, mais il y a peut-être une vertu à retrouver dans cette capacité d'abord à se laisser surprendre. Mhm. Puis peut-être qu'en se laissant surprendre, on va retrouver la possibilité de l'émerveillement, de la joie, de l'enthousiasme. Euh, ouais, Ouais, je vais rebondir, puis ouais. peut-être digresser un peu, mais à un moment, vous parlez d'espoir. Il y a beaucoup d'analogies, hein, j'en ai noté plusieurs, là, Je mais souligne en passant, Virginie, que cette oui, préparation est merveilleuse. ouais, Merci. génial. Quel bonheur de discuter avec vous. Ben, c'est un plaisir partagé. Mais vous soulignez à un endroit que l'espoir est féminin, là, on parle de déesse et tout. Ouais. Puis moi, ça m'a fait beaucoup penser à l'expérience de la grossesse. Parce que, tu sais, l'espoir, c'est Mhm, aussi de ne pas savoir ce qui va arriver. Tu sais, quand on est enceinte, c'est moins qu'avant, mais bon, mhm. on s'expose à quand même Ouais. certains dangers. C'est de l'inconnu. C'est justement, on ne sait pas quand on va accoucher. On ne sait pas On, de quoi aura l'air l'enfant et tout ça. non, Là. c'est Ouais. ça, il y a tellement Ouais. d'inconnus, mais en même temps, c'est beau. Ouais. Donc, peut-être une C'est petite intéressant. parenthèse Non, comme mais ça. c'est très intéressant parce que je me suis demandé à un moment donné pourquoi les philosophes, en général, il y a des exceptions, là, mais en général, surtout dans l'Antiquité, regardaient l'espoir avec autant de méfiance. Mm. Et le livre commence avec une référence à la déesse grecque de l'espoir, dont moi, personnellement, je n'avais jamais entendu Moi non parler. plus, Vous non plus, bon, je ça le me rassure, confesse. on est deux. J'avais jamais entendu parler d'Elpis, Mm. Elpis, E-L-P-I-S. Et quand j'ai fait le tour à un moment donné à mes amis, collègues, je disais, Mm. Elpis, ça dit quelque chose? Non, personne. C'est la déesse de l'espoir chez les Grecs. Et c'est une déesse, d'ailleurs, qui a ceci de singulier, qu'elle n'a pas de culte, contrairement à toutes les autres, pas de temple. C'est à peine, au fond, si elle existe. Elle existe, pardon. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec le côté un peu patriarcal des Grecs, Mm. de mettre... Parce que l'espoir dans l'Antiquité est toujours lié à une femme. Euh, et moi, ça m'a intéressé précisément parce que je me disais, c'est presque un impensé chez les Grecs. Je comprends pourquoi ils s'en méfiaient. Ils s'en méfiaient parce que il y a une sorte d'espoir qui peut être un peu... euh, comment je dirais ça? Qui peut, au fond, qui peut être de l'ordre de la passivité Mhm. et de la pensée magique. C'est-à-dire, au fond, j'attends, puis pendant ce temps-là, je m'empêche de vivre. C'est-à-dire, tu sais, je mets ma vie en attente. Voilà. Tu sais, je mets ma vie en attente dans l'espoir que quelque chose arrive qui va tout régler. Mhm. Et je comprends que cette forme d'espoir-là, elle est effectivement parfois nocive parce que ben, à ce moment-là, je ne vis pas, d'un. Je ne comprends pas non plus que l'espoir est dans l'action. Je ne comprends pas aussi que l'espoir est dans le lien. Et ça, c'est aussi une affaire que j'ai aimée dans la langue française. Oui. Parce que c'est très curieux, ça, puis on revient au Moyen Âge, à peu près à 50 ans de Et on va distance. faire de la linguistique, là, Ben oui, c'est attention. ça, préparez-vous, là. Mais à 50 ans de distance d'écart, il y a deux mots en français qui naissent. Espoir, Mm. espérance. Il n'y a pas cette distinction-là dans les textes, mettons, tu sais, quand on traduit la Bible par les vertus théologales, on dit l'espérance, la Mhm. charité, la foi, mais il n'y a pas ce mot-là, il n'y a pas cette distinction-là dans les textes. C'est une distinction qui est venue a posteriori. Espoir, espérance. Alors là, les Anglais, eux, ils ont hope.
OK, ça n'a aucun lien avec la racine française. Les Italiens, les Espagnols ont Speranza et Esperanza. Là, on est vraiment dans Espérance. c'est ça. Puis les Allemands ont Hoffnung. Pardonnez mon allemand. C'est-à-dire, aucune langue, autre langue européenne a deux mots. Il n'y a que les Français qui ont deux mots. Alors, je me suis gratté un peu le coco. J'ai parlé à des amis médiévistes qui ne savent pas trop pourquoi, en se disant peut-être, tu sais, l'espérance sonne plus comme espagnol et italien. Espoir, peut-être que dans espoir, il y a une petite sonorité nordique, c'est pas clair, parce que le français, il ne faut pas l'oublier, c'est une langue double. On disait oil au nord, là, si vous vous rappelez de vos cours, puis Oui, oc au ok. sud. Ouais. Bon. Mais en fait, j'en arrive à une solution plus simple. Peut-être qu'en fait, si le français, et ça, c'est le génie de la langue, peut-être que si le français a considéré qu'il fallait deux mots pour dire espérer, c'est qu'il fallait deux. Mhm. Il faut toujours être deux pour espérer. Et je trouvais beau que espérance soit féminin et qu'espoir soit masculin, comme si, en fait, il y avait un peu comme certaines espèces d'arbres là, qui ont besoin d'être mâles, femelles. Là, tu sais, Mm. pour arriver à la vie, le ginkgo biloba est un exemple, Mhm. comme s'il fallait être deux pour vraiment espérer. Je trouvais ça magnifique. Quand j'ai eu Oui. ce flash-là, j'étais très fier. Et puis, j'ai aussi constaté que très longtemps, au Moyen Âge jusqu'au 18e siècle à peu près, le Mhm. mot peut-être en français, on disait pas peut-être, on disait espoir pris. Oui, ça, c'était beau aussi. C'est beau, hein? Oui, Bon, fin de la tellement leçon de belle. linguistique. Récemment, on a reçu au balado Stéphane Kelly, Mhm. qui Ouais. nous a parlé Pour qui de j'ai beaucoup de respect. Oui, qui nous Ouais. a parlé de société thérapeutique et je trouvais qu'il y avait vraiment un parallèle à faire avec une entrée, Oui. l'entrée 162. pour être précis. Alors, vous nous parlez, puis on a tout à l'heure évoqué un peu le capitalisme Mhm. et aussi peut-être l'espoir qui s'est retranché au niveau individuel Ouais. et n'est plus au niveau collectif. Là. Je vais peut-être pas tout lire, mais vous nous parlez d'espoir comme marchandise, vous nous parlez Mhm. de livres, là, de formules, de bon, promets-moi de l'espace, c'est des titres là, de bien-être, le livre de bien-être et tout Mhm. ça, des slogans creux, des jeux de mots kitsch, on en a plusieurs. Puis vous nous dites que s'il y a une chose qui vous frappe dans toutes ces propositions, c'est à quel point l'espoir est devenu une affaire strictement individuelle qui n'a plus rien à voir avec le nous et tout Mhm. à voir avec un jeu qu'il s'agit de protéger coûte que coûte. Mhm. Pendant que le monde brûle, l'espoir se vend au plus offrant et on peut se demander si l'un ne procède pas de l'autre, si ce n'est pas au prix d'une quête éperdue d'espoir à l'échelle individuelle que le désespoir progresse à l'échelle collective. Mhm. L'époque engendre la maladie et vend le remède. Alors, je voulais le lire parce que c'est très beau et que ça fait écho justement à l'essai de Stéphane Kelly. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre époque, tout ça? Ben, alors, d'abord, je vais être clair, j'ai surtout pas l'intention de faire des reproches à des gens qui cherchent l'espoir et qui en ont besoin. Mhm, Ça, pour moi, c'est fondamental. Puis, il suffit de vivre la maladie, il suffit de vivre une dépression ou tu sais, d'avoir des épreuves dans sa vie pour le chercher, cet espoir, parce qu'au fond, l'espoir, c'est le bien des malheureux, il faut le rappeler. C'est-à-dire, quand on est heureux, on n'a pas besoin d'espoir, parce on se contente de vivre. mhm, Si on a besoin d'espoir, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous que j'appelle la voix de la vie qui proteste, qui mhm, dit, il faut que ça continue. Et là, il faut trouver les moyens que ça continue. Cela dit, en écrivant ce livre, j'ai évidemment fait le tour de la littérature, là, mais au sens de tout ce qui s'était écrit, mhm, et je me suis rendu compte que le mot espoir était un peu repris à toutes les sauces, et que ce mot-là était un peu en danger de devenir un mhm. produit consommable et jetable, Commercialisable comme un commercialisable, autre. qu'on peut et le capitalisme gâche tout, hein, c'est-à-dire il peut reprendre des mots précieux comme amour, espoir, joie, puis en faire des produits de vente. Mhm, Et en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, dans notre société, nous sommes très riches de désirs individuels. Toute la machine est là pour nous faire désirer sur le plan individuel, c'est-à-dire nous faire désirer plus, nous mhm, faire désirer des objets, la consommation, nous faire désirer, parce qu'en fait, on peut même se sentir coupable de ne pas désirer assez, c'est-à-dire de ne pas être assez actif. Je me souviens de George Bush le lendemain du 11 septembre qui disait Go shopping. Tu sais, Ah comme oui, s'il fallait, tu sais, il y avait une crise, pour là, sauver le pays, il là. fallait Ouais, sauver le pays, c'était pas réunissez-vous avec votre famille, c'était aller magasiner. ouais, Alors, c'est ça le mot d'ordre de ouais. l'époque.
Le problème, c'est que autant nous sommes riches de désirs individuels, autant nous sommes pauvres en désirs collectifs. Mhm. Et le problème de l'espoir actuel, c'est qu'en général, il se vend comme un produit à consommer individuellement. Et on dirait, plus il se vend comme un produit à consommer individuellement, plus l'espoir comme notion collective et qui nous relie, plus cet espoir-là Mhm. disparaît. Mhm. C'est pour ça que je dis que on dirait presque que c'est inversement proportionnel Mhm. et à un moment donné, je me dis, il va falloir qu'on retrouve en nous et autour de nous cette capacité à espérer Ensemble. ensemble. Et Oui. j'ajouterais, et là, je vais être, préparez-vous, je vais Oui. être subversif, espérer pour les autres. Oui. Oh oui. Mhm. Espérer pour les autres. Mhm. C'est-à-dire, alors là, moi, j'ai connu des moments dans ma vie de grande noirceur. Il y a peut-être 20 ans, il y a un moment où j'étais. euh, les choses sont allées tellement mal que j'ai pensé à la fin. J'ai Mhm. vraiment pensé. Et, Ouais. pardon, Non. mais d'abord, euh, euh, qu'est-ce qui m'a ramené? Les Qu'est-ce autres. Les autres. Ouais. Les autres, d'abord, parce que il y a quelque chose en moi qui a dit, va chercher de l'aide. Tu as besoin des autres. L'individu autosuffisant, là, l'homme Ouais. triomphant, machin, peu importe. Non. Puis aussi, les autres, d'abord la famille, mais les autres ont besoin de toi. C'est-à-dire, et en allant essayer de puiser pour trouver le meilleur en moi, j'ai eu cette espèce de désir de aussi aller, que ce meilleur en moi devienne le meilleur pour les autres. Mhm. Et ce qui est phénoménal, et j'aime beaucoup la phrase de Bernanos qui dit, le plus grand espoir, c'est le désespoir surmonté. Il faut avoir manqué d'espoir, Mhm. il faut avoir senti que la vie pouvait finir pour sentir à quel point la vie est belle, précieuse, à quel point c'est merveilleux d'être là, puis de pouvoir contribuer. Et il y a quelque chose en moi qui depuis, comment dire, qui cherche la lumière aussi, tu sais, Mhm. qui dit, c'est beau comme intellectuel de faire des diagnostics pour dire ce qui ne va pas dans une société. Puis c'est important. Ouais. Euh, puis des fois, c'est une manière de... C'est un peu comme le parent qui, des fois, doit lever le ton quand l'enfant débarque du trottoir là, et marche dans la rue. Là. Tu sais, Ouais. l'enfant fait un pas dans la rue, puis on crie, tu Oui. sais, parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a un danger. Donc, l'intellectuel, il sert aussi à dire, attention, danger. Ne marche pas là. Mais je pense que parfois, l'intellectuel, et je le dis humblement, doit aussi nous dire vers où marcher. Mhm. Ou en tout cas, proposer un chemin vers où aller. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, c'est dire, oui, c'est important de diagnostiquer, bienvenue au pays de l'ordinaire, ce qui ne va pas dans le Québec, ce qui ne va Mhm. pas en Amérique, ce qui manque peut-être dans notre rapport à la mort avec ce qui meurt en nous. Mais parfois, il faut aussi se tourner vers le beau, vers le précieux, vers ce qui nous fait avancer. Mhm. Puis c'est un peu ça le projet du livre, c'est d'essayer euh, de nous donner l'envie, non plus de craindre la fin, ce qu'on fait beaucoup, mais de penser la suite, Oui, d'imaginer, hein? Oui, c'est d'imaginer. ça. Ouais. Ah oui, Mm. non, c'est un beau projet, puis effectivement, ça fait du bien. Peut-être j'en profite pour parler brièvement, vous mentionnez la poésie, la Mhm. prière, Mhm. cette anecdote du violon sur le Titanic, comme quoi Ouais. l'art est un remède contre la solitude, un acte Ouais. de foi dans la suite du monde. Je pense qu'on a besoin de ça aussi, de Absolument. l'art. Puis, tu sais, la prière, ça n'a pas besoin d'être nécessairement religieux. Ça peut être justement d'avoir de l'espoir pour les autres, de Oui. penser aux autres. Euh, Peut-être qu'on peut s'aventurer là, sur l'horizon, justement, Ouais. qui Mhm. s'ouvre devant nous. Là, vous l'avez dit, votre livre se termine sur une ouverture là, plutôt qu'une recette. Mhm. Cette idée que notre tâche, c'est d'imaginer la suite et de faire preuve de modestie. J'ai beaucoup aimé cette idée de modestie, c'est-à-dire de nous rappeler que le pire n'est pas certain. Et là, c'est là où on revient, là, cette idée que la fin du monde, c'est une constante, finalement, dans l'histoire. Puis que cette attente-là, elle n'a pas de fin, mais qu'en Mhm. même temps, le pire n'est pas certain, qu'on a surmonté plusieurs Oui. fois Oui. ces fins du monde-là. Euh, qu'est- c'est une habitude au balado, on essaie de se centrer sur les politiques publiques. Oui.
Là, c'est sûr que, bon, on s'est parlé de droit, pardon, à l'horizon, mais Mhm. si on se mettait à faire l'exercice d'esquisser peut-être des politiques publiques de l'espoir, ce serait quoi? C'est intéressant que vous parliez de politique publique, puis parce que j'ai eu une belle conversation à un moment donné avec une libraire à Québec qui me disait que quand elle avait lu cette phrase sur le doigt à l'horizon, elle s'était rendue compte qu'elle vivait dans un quartier où elle n'avait pas accès à l'horizon, Mmh. où elle était comme un peu tu sais, des fois, il y a dans les villes sont bâties aussi parfois sur un modèle où c'est les gens riches qui sont au sommet. Tu sais, Mmh. même à Montréal, Les quartiers sont euh, verdis. les quartiers sont verdis, les quartiers Ouais. donnent une perspective. Oui. Si vous allez, par exemple, à Westmount, au haut de la montagne, la rue qui s'appelle Summit Circle, Oui. je vous annonce, Virginie, il n'y a pas d'HLM là. Non, je C'est- sais. Je suis alors, déjà allée. Oui. alors, ah oui, bon, pas Oui. moi, mais, Oui. mais c'est pour dire que ce droit à l'horizon, je pense qu'il se traduit même dans la ville, même dans la manière dont on organise les villes. Et là, je donne un exemple. Dans mon quartier, à Montréal, au centre de Montréal, il y a un ancien dépotoir et carrière, Miron, devenu le parc Frédéric-Bach, Mhm. qui est un extraordinaire, c'est un des plus grands projets de réhabilitation au monde. Et la chose qui est merveilleuse quand vous allez là, vous êtes en plein Montréal, vous marchez, il y a des petites collines, là, et soudain, vous voyez l'horizon. Mhm. Et quand je dis vous voyez l'horizon, vous voyez le Mont-Royal, vous voyez même le centre-ville, le sommet des tours qui prolonge le Mont-Royal, vous voyez le ciel. Oui. Et en fait, l'horizon, en fait, c'est pourquoi c'est important. Parce que c'est au fond, c'est le point de rencontre entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'en réalité, le point, tu sais, la ligne d'horizon, c'est le moment, c'est l'endroit où la verticalité et Mhm. l'horizontalité se touchent. Et ça, c'est important à la fois d'un point de vue euh, urbain, du point de vue de l'organisation de l'espace de la ville, mais je pense que c'est important aussi du point de vue des politiques publiques qu'il faut, je pense notamment, il faut dessaisir toutes les politiques publiques les plus fondamentales, celles qui touchent à l'éducation et à la santé. Il faut les dessaisir des décisions, ou enfin, il faut les soustraire à des décisions que j'appellerais électorales, Mhm. électoralistes, c'est-à-dire ou opportunistes. Il faut être capable de repenser les choses à long terme et il faut, je pense, notamment penser au fait que euh, il y a actuellement dans notre société euh, beaucoup plus d'injustice qu'on le pense. Mhm. Dans les chances, par exemple, d'accès à l'éducation, dans les chances d'accès à la santé, qui font en sorte que tout le monde n'a pas le même horizon. Il y a des gens pour qui l'horizon, en fait, se résume à la semaine qui vient. Mhm. Et ça, pour moi, ou même au jour qui vient, à l'heure qui vient. Et évidemment, c'est très large ce que je dis là, mais c'est comme un esprit qu'il faut retrouver. Et je trouve que une de mes inquiétudes, c'est que je trouve que, bon, le Québec a fait plein de pas, de bonds de géants depuis la Révolution tranquille, c'est indéniable. Beaucoup de gens sont devenus ce que Jean-Philippe Plot et d'autres ont appelé des transfuges de classe et tout ça. Mhm. Bon, mais je me demande si aujourd'hui l'ascenseur n'est pas bloqué. Et Mhm. quand je dis l'ascenseur est bloqué, c'est que euh, si on reste en bas, on ne l'a pas cet horizon. On est pris dans un espace étouffant et aliénant. Euh, J'avoue que ça me préoccupe beaucoup, ça m'inquiète. J'ai pas de solution. C'est pas un livre qui donne des projets, Non. c'est pas un livre de programme. C'était pas le but non plus. Non. Mais Mais déjà, je pense que c'est ouais, beaucoup. Juste, ok, juste dans. Non, mais puis c'était un exercice que je vous suggérais comme ça. Puis c'est vrai que le ouais, livre ne va pas là. Mais juste de comparer des, ouais, des quartiers. Tu sais, vous parlez d'espérance de vie oui, dans le livre, mais juste de comparer des quartiers à Montréal. oui, Il y a oui. des dizaines d'années Ah, c'est qui se parfois, séparent. Donc, c'est sûr oui. que oui, il y a quelque chose à faire là. Peut-être un petit mot de la fin, une idée pour nourrir l'espoir aujourd'hui. Peut-être que justement pour les jeunes, ben, à part lire le livre, Ouais, c'est ça. mais quelle conversation? Dans le fond, comment aider les parents à répondre à ce genre de questions? Moi, j'ai envie de dire, mon conseil, là, ce serait débranchez-vous un peu. Mhm. Éloignez-vous un peu du fil de nouvelles
Puis là, c'est épouvantable de dire ça. Hein. Moi-même, je participe des Oui, médias. oui. Mais il y a une raison. C'est que le problème actuel, tout à l'heure, vous avez parlé de poésie, de prière. Oui, Je vais peut-être dire un petit mot là-dessus, si vous me oui. permettez. Bien sûr. Mais euh, le problème actuel, c'est que nous avons beaucoup plus d'informations, accès à beaucoup plus d'informations que nous ne pouvons en traiter. Mhm. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui nourrissent notre conscience. Puis ça, c'est important. Il faut être conscient, lucide, mais aussi qui nourrissent notre impuissance. Mhm. C'est-à-dire que, et l'impuissance, il y a un danger à ça. C'est qu'à un moment donné, dans une société, quand les gens se sentent impuissants, ils peuvent devenir amers. Mm. Ils peuvent tomber dans le ressentiment. Et c'est là que soudain apparaissent ces vagues très nocives pour une société, qui sont des vagues où on se met à chercher, la colère collective se promène là, et cherche des cibles, Mhm. cherche des victimes, des boucs émissaires. Mhm. Et au fond, et malheureusement, elle ne se satisfait pas des victimes trouvées, elle continue de se promener. Mhm. Et la poésie, pour moi, la prière, c'est de la poésie, c'est-à-dire, ou la poésie, c'est de la prière. C'est peut-être une des manières dont les humains parviennent parfois à négocier avec leur impuissance. Mhm. Parce qu'on peut ruminer. Tu sais, et puis, je plaide Oui, on coupable. le fait beaucoup On le sur les fait réseaux. beaucoup. Puis les réseaux sociaux, en Oui. fait, sont un espace de rumination à ciel ouvert où on a accès aux passions les plus tristes des gens. Mhm. Et puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis non, il faut se débrancher. Puis la poésie, ce qu'elle a de beau et de précieux, c'est qu'elle nous sort de nous-mêmes et en quelque sorte, elle nous libère de ce fardeau d'être soi Mhm. en nous rappelant que c'est vrai, parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses devant lesquelles on est parfaitement impuissant, mais néanmoins, il y a de la beauté. Oui. Néanmoins, il y a de la joie. Néanmoins, il y a la possibilité de ce mouvement qui, au lieu de nous monter en nous comme une colère noire, va nous, au contraire, nous nourrir de lumière et de beauté. Là, je ne veux pas avoir l'air fleur bleue, hein? Je ne le suis Non. pas, OK? Non, 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 Parce non. que c'est important, ça. C'est Oui. même capital. C'est pour ça que je dis débranchez-vous, parce que se débrancher, hier, on avait une panne de Vidéotron chez nous. Qu'est-ce qu'on s'est mis à faire? À se À se parler. parler. À un moment donné, ma fille a sorti sa guitare. Moi, j'ai sorti une vieille flûte. Puis on s'est mis à faire de la musique. Mhm. Et là, j'étais là, mon Dieu, Ouais. que c'est merveilleux. Parce que là, tout à coup, on est dans l'action. Mhm. On retrouve et on redécouvre un pouvoir Oui. qu'on a en réalité d'agir. Et le problème dans le monde actuel, n'inquiétez-vous pas, je ne repars pas trop, là. Mais le problème dans le monde actuel, c'est qu'on a tellement accès au lointain, tu sais, la planète est à portée de clic, hein, Oui. qu'on a oublié le proche. Le proche. On a oublié le proche. Puis aussi, peut-être, en se débranchant, on peut ralentir, parce que vous parlez Oui, beaucoup oui, d'accélération, mais ralentir, c'est peut-être subversif aussi, là. Oui. ça l'est. Et là, le défi, c'est de le faire, de Oui, oui. l'accomplir. Je pense que oui, ça l'est. Ça Mm. l'est. Et évidemment, tous ceux qui essaient de nous dire de ralentir, on est tous pris, tu sais, dans Mhm. cette folie-là. Mais il faut se donner des espaces. Il faut se donner des espaces où on retrouve le plaisir d'être et Oui. de vivre. Quelle belle conclusion pour cet échange. Merci beaucoup pour votre générosité avec votre Plaisir. temps. Merci à vous. Merci.